Parfait. Alors, nous allons commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Don Daniel. Je suis un des coprésidents du RQCD. Et moi et Maxime, on a le grand plaisir d'accueillir Dr. Étienne Odé Walsh, un professeur adjoint de la faculté de médecine de l'Université de Laval, pour nous faire une présentation sur comment rédiger une demande gagnante aux bourses des IRSC. Alors, juste avant de commencer, moi, je vais juste donner juste quelques tips ou quelques règles pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un événement bilingue. Alors, la présentation telle qu'elle va être en français, mais le PowerPoint va être en anglais. S'il vous plaît, gardez vos caméras fermées pendant la présentation et aussi de rester mute jusqu'à la fin, qui est la période de questions et la période de questions. Et pendant la période de questions, si vous voulez demander une question, on va, s'il vous plaît, utiliser le bouton pour lever votre main. Et pendant la période de questions, nous allons vous appeler pour soit vous unmute et vous pouvez aussi mettre votre caméra sur on. Aussi, pendant la présentation, vous pouvez mettre des questions sur le chat box. Puis moi et Maxime, nous allons les ramener à la fin de la présentation. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir Dr. Odé Walsh. Alors, le micro est à vous. Parfait. Vous m'entendez toujours bien? Excellent. Merci encore une fois de l'invitation. Ça me fait plaisir d'essayer de vous aider aujourd'hui en vous donnant différents trucs accumulés au cours des années pour remplir une demande de bourse aux IRSC. Juste en parenthèse aussi, maintenant, ça a été standardisé entre les trois grandes agences fédérales. Donc, le conseil que je vais donner aujourd'hui s'applique aussi bien aux bourses du CRSNG ou aux bourses du CRSSH. Donc, une bourse, dans le fond, au niveau fédéral, qui sont quand même vraiment les bourses les plus prestigieuses au pays. Et vous allez voir, là, j'ai essayé normalement, c'est un cours d'1 heure et demie environ, que j'ai essayé de condenser en 45 minutes. J'ai mis beaucoup d'informations, surtout parce que vous allez avoir la version enregistrée, donc n'hésitez pas à revenir sur les diapositives pour avoir l'information qui est écrite. J'ai écrit beaucoup de texte pour que ça soit clair, puis que dans un deuxième temps, vous puissiez venir et utiliser ces diapos-là comme aide-mémoire lorsque vous allez construire vos demandes de bourse. Puis s'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'interrompre aussi pendant la présentation, ou sinon on peut garder les questions pour la fin, comme mentionné tout à l'heure. Mais avant de commencer à vraiment rentrer dans le détail du dossier des demandes de bourse, je vais juste vous présenter un petit peu un bref aperçu de comment c'est évalué les bourses aux IRSC. Donc, normalement, vous allez bientôt soumettre vos applications au doctorat à l'automne. En général, c'est au début octobre, à chaque année. Par la suite, maintenant, ça fait environ 3-4 ans maintenant que c'est comme ça. Il y a une révision interne qui se fait. Chaque université, en fait, c'est pas tout fait à l'Université Laval, chaque université fait un premier tri à l'interne et va environ sélectionner 50% des applications pour ensuite envoyer au niveau fédéral. Normalement, lorsqu'il y a cette première sélection-là, les candidats qui vont être envoyés au concours national doivent être prévenus d'avance et il y a encore un peu de temps pour faire des modifications mineures sur ResearchNet, qui est la plateforme de soumission. Si vous n'avez pas cette information-là, essayez de voir avec vos superviseurs de recherche pour qu'ils trouvent qui, au niveau des facultés, s'en occupe, parce que normalement, il y a cette possibilité-là de communication entre le comité d'évaluation interne et les étudiants pour faire des corrections mineures avant de soumettre au niveau final. Ensuite, c'est envoyé pour la compétition nationale où là, toutes les demandes de bourse sont évaluées ensemble au niveau du Canada au complet et les résultats vont être annoncés aux environs d'avril 2022. Il faut comprendre que chaque évaluateur a de 20 à 30 applications, que ce soit au niveau interne ou à l'externe au niveau canadien. Il y a beaucoup d'applications, le taux de succès n'est pas si élevé. Donc, il faut vraiment peaufiner votre demande, il faut qu'elle soit vraiment parfaite dans toutes les différentes sections qu'on va passer à travers. Il faut vraiment que ce soit bien peaufiné et que, donc, n'hésitez pas à la lire, à la relire et à la relire encore de manière à vraiment l'amener à un niveau de perfection là, parfait. Maintenant, pour les niveaux maîtrise, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je vais me concentrer aujourd'hui au niveau doctorat. Sachez seulement que pour niveau maîtrise, c'est un petit peu différent le processus. Normalement, il y a une soumission en décembre, le 1er décembre cette année 2021.
Et toutes les révisions se font à l'interne. Donc, par exemple, dans le cas de l'Université Laval, toutes les demandes d'un étudiant qui veut faire sa maîtrise à l'Université Laval sont faites à l'université et c'est un comité interne qui fait le tri et qui décide qui va être financé ou pas. Normalement, ça, le comité de révision se rencontre au mois de janvier et février et annonce ensuite les concours au niveau d'avril et mai lorsque les différentes demandes ont été octroyées par les instituts de recherche en santé. Encore une fois, il y a de 20 à 30 applications. Même cette année, c'était entre 35 et 40, là, nous, à l'interne, à l'Université Laval, au dernier concours. Donc, assumer qu'aux autres universités, ça va ressembler à ça aussi, la compétition. Les taux de succès sont un petit peu plus élevés à l'interne, normalement, à la maîtrise versus au doctorat. En gros, la demande, c'est les mêmes documents. Il y a une différence majeure que je veux souligner ici, c'est qu'à la maîtrise, les applications sont un peu plus courtes. Et il manque un document. Est-ce que vous voyez ma souris? Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Oui, on la voit. Oui, on la voit. À la maîtrise, il n'y a pas le document de Training Expectation, donc attente en matière de formation. Vous allez voir tantôt pourquoi je trouve qu'il est important. Mais si vous faites une demande de bourse IRSC à la maîtrise, il faut dans le fond que l'information qui se retrouve normalement dans ce texte-là, qu'elle se retrouve autant que faire se peut à travers les lettres de vos deux référents. Parce que c'est seulement là qu'il va pouvoir ressortir cette information-là qui est essentielle. Donc, si vous faites une demande de bourse à la maîtrise, les conseils que je vais donner pour le texte attente en matière de formation, pour que ça se retrouve le plus possible dans les lettres de vos référents. Donc, il faut s'asseoir avec eux et travailler main dans la main pour qu'ils puissent vous faire les meilleures lettres de référence possibles. Cela étant dit, je vais retransitionner maintenant au doctorat. Les conseils s'appliquent de la même façon pour le reste de la demande. Donc, au départ, si vous voulez appliquer, qu'est-ce qu'on fait en premier? Bien, on va sur le site des IRSC, on lit les règlements du concours et on regarde les formulaires en ligne. Donc, ben, vous allez le voir ici, vous avez le site des instituts du CIHR, donc des IRSC. Il y a une page sur les bourses doctorales avec les instructions, notamment les instructions pour après comment remplir la demande de bourse sur ResearchNet, qui est un peu la plateforme en ligne qui vous permet de soumettre la demande. Et aussi pour remplir le CV commun canadien. Ça, je vais y revenir un petit peu, mais qui est dans le fond une autre plateforme en ligne à laquelle vous devez remplir votre CV et le soumettre pour lier votre CV avec votre account ResearchNet et ensuite soumettre votre demande de bourse aux instituts de recherche. Cela étant dit, je ne vais pas regarder les règles de base avec vous aujourd'hui. Ça, je pense que vous êtes tous capables aujourd'hui d'aller voir le site des IRSC, lire les instructions et de vous assurer que vous êtes capable, vous comprenez chacune de ces instructions-là. Et ça, je vous encourage à le faire évidemment le plus d'avance possible et à remplir chacune des sections comme ils demandent. Souvent, c'est des questions simples à répondre par oui ou par non. Donc ça, je vous invite à le faire de votre côté. C'est pas là qu'on va gagner le maximum de points bonus, si on veut, pour votre demande. Dans un deuxième temps, quand vous allez vouloir appliquer, faire une bonne demande, en fait, et avoir maximisé vos chances de succès, il faut savoir c'est quoi les critères d'évaluation. Comme je pense que vous allez avoir bientôt aussi une demande de bourse FRQS, une conférence sur comment remplir une demande de bourse FRQS. Vous allez voir, la pondération n'est pas la même. Donc, la façon de l'écrire, la demande va être un peu différente. Pour les IRSC au fédéral, vous avez deux critères de sélection. Le premier, c'est le potentiel et l'habilité en recherche, avec toute une série de descripteurs que je ne passerai pas au travers, que vous pourrez aller voir, et qui vaut 50% de la pondération. Et vous avez un deuxième critère qui est expérience pertinente et accomplissement obtenu au niveau de votre cheminement scolaire et en dehors. Et ça aussi, ça vaut 50%. Encore une fois, il y a toute une série ici de points qui peuvent venir bonifier, permettre de justifier cette note de 50%-là. En fait, si on regarde juste les deux critères de sélection, c'est pas très aidant. C'est laissé beaucoup à la discrétion des évaluateurs. Donc, c'est des critères assez généraux qui laissent beaucoup de marge de manœuvre et ça n'aide pas concrètement si on peut juste les regarder. Mais dans le fond, il y a deux critères qu'on veut évaluer. Okay? C'est les concepts de leadership et les concepts d'excellence. Donc, ça, c'est deux mots-clés critiques qui doivent ressortir à travers votre formation, vos expériences et vos acquis tout au long de votre demande de bourse. Pour démontrer ça, de quoi vous avez besoin? Globalement, là, il y a 4 critères que je vous dirais qu'il faut essayer d'aller couvrir au maximum. Le premier, c'est d'avoir des publications scientifiques, tout particulièrement au niveau doctoral. Au niveau maîtrise, on comprend que des fois, il faut commencer quelque part. Mais au niveau doctoral, on veut avoir des publications.
préférentiellement au moins une publication premier auteur et si possible même des co-authorship. Souvent, le co-authorship aussi demande votre capacité à travailler en équipe, ce qui est aussi important. On veut aussi la communication scientifique, donc avoir plusieurs présentations, tant à l'oral que par affiche, et si possible, à des congrès ou des colloques qui sont locaux, nationaux ou internationaux. Évidemment, plus on élargit, plus ça vaut de points entre guillemets, ou mieux ça va être vu à travers votre dossier. Et c'est important la communication scientifique à travers l'évaluation de votre dossier. En troisième lieu, on veut voir des prix scientifiques, comme des prix de présentation, par exemple, ou différentes bourses, que ce soit des bourses de déplacement, des bourses pour des congrès, des bourses salariales, et préférentiellement même un mélange des deux. Donc, un mélange de bourses salariales et de prix d'excellence scientifique afin de venir bonifier votre demande. C'est un peu plate à dire, mais souvent, plus vous avez de bourses, plus c'est facile d'aller en chercher. Mais c'est vrai parce que en fond, ça démontre que vous êtes évalué positivement par les pairs et donc ça démontre un niveau d'excellence que vous voulez atteindre. Et enfin, en quatrième lieu, lui, c'est peut-être un peu plus abstrait, mais ça vous prend, je vais appeler ça de l'implication scientifique ou communautaire, là, mais c'est très, très général. Et c'est par exemple du bénévolat à travers les associations étudiantes, l'excellence sportive de haut calibre, ça peut être de l'entrepreneuriat, vous êtes impliqué dans votre centre de recherche pour des activités de vulgarisation scientifique, etc. Et c'est toutes des activités qui vont venir démontrer par des faits concrets vos compétences de leadership. Donc, les premiers points vont être plutôt en termes de leadership scientifique ou d'excellence scientifique. OK? Donc, on génère des travaux, des résultats originaux en recherche, on les présente, on les publie, on obtient des prix pour ça. Et ici, c'est vraiment du leadership. Donc, je prends une part active à mon milieu académique, à mon milieu universitaire ou plus large au niveau de la société en général, et je démontre mon leadership dans cette communauté-là. Donc, si vous avez une ou plusieurs de ces catégories-là qui n'ont pas grand-chose, essayez au maximum de venir les bonifier. De façon générale, là, un des meilleurs conseils, je trouve, pour maximiser vos chances de succès, c'est d'avoir aucune faiblesse. Donc, c'est facile à dire, là, mais essayez au maximum d'aller venir couvrir chacun de ces aspects-là. Il va tout le temps avoir quelqu'un de meilleur que vous dans une de ces catégories-là, mais avoir un dossier bien balancé empêche l'évaluateur de dire, regardez, il y a une faiblesse majeure là, et donc ce dossier-là est plus bas. Ben non, il n'y a pas de faiblesse majeure, le dossier est bien balancé. Je démontre de l'excellence et du leadership dans toutes les différentes catégories évaluées. Évidemment, ce n'est pas une règle officielle non plus. Chaque application, chaque parcours est différent. Donc, c'est à vous de faire ressortir les points forts de vos applications. Par exemple, si vous avez un premier auteur dans Nature, c'est sûr qu'on peut délaisser certains autres aspects ou si vous avez démarré une entreprise. Donc, c'est à vous de venir voir comment votre parcours s'installe là-dedans, comment vous pouvez balancer ces différents points-là. Puis, s'il y a un endroit qui est un petit peu plus faible, comment une autre section peut venir contrebalancer cette faiblesse-là en mettant en avant vos forces et les forces de votre dossier. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux différentes sections que vous avez à remplir. Okay? Ça, c'est toutes les différentes sections qui vont se retrouver dans votre dossier IRSC lorsque vous allez le soumettre. Et c'est aussi dans cet ordre-là que l'évaluateur va les recevoir. Okay? Chaque évaluateur, là, je vous le rappelle, a entre 20 et 30 applications. Chaque application fait entre 25 et 50 pages. Si on dit qu'il y a 25 pages en moyenne pour 25 applications, ça fait quand même de 500 pages à plus de 1000 pages à lire que les évaluateurs doivent lire. Donc, il faut que ça se lise bien. Il faut que votre demande ait un sens logique et que le flow soit bon. Il faut que ça se lise très bien, qu'on comprenne facilement toutes les différentes sections pour qu'on puisse passer à travers, bien comprendre votre dossier et bien pouvoir l'apprécier. Remarquez aussi que votre CV, là, qui est finalement comme une des parties majeures évaluées, qui est à la toute fin de votre demande de bourse. Donc, vous voulez vraiment que tous les points forts de votre CV se retrouvent disséminés à travers les autres sections de votre demande pour qu'au fur et à mesure qu'on lit la demande, on puisse vous mettiez en évidence ces points forts-là et qu'on puisse les apprécier comme évaluateur tout au long de la demande. Dans le fond, c'est venir marteler les messages importants, des fois dans des mots différents, pour bien mettre en évidence, puis que moi, comme évaluateur, je puisse prendre mes notes et dire, OK, ce dossier-là est excellent pour telle raison, et que je puisse bien le défendre à la fin, lors du processus d'évaluation, lorsque tous les évaluateurs se rencontrent pour discuter et dire quels étudiants, dans quel classement on les met, qui doit avoir une bourse, qui va plutôt au repêchage et qui ne sera malheureusement pas boursier.
à travers les différentes diapositives qui suivent, là, je vais prendre les différentes sections et je vais m'y attarder plus ou moins longuement, mais on va les prendre dans l'ordre pour voir quels sont les pièges à éviter et comment venir les bonifier, ces différentes sections-là. Les formulaires, ça, c'est dans le fond, c'est remplir le formulaire sur ResearchNet. Je ne vais pas regarder le formulaire avec vous, là, je vais seulement ici m'attarder à est-ce qu'on prend l'anglais ou le français, qui est souvent un sujet de discussion au Québec, entre autres choses. Je vous dirais, là, prenez la langue, votre langue maternelle, peu importe laquelle des deux langues elle est, ou la langue, si ce n'est pas applicable, prenez la langue avec laquelle vous avez le plus de facilité, okay? Et dans laquelle vous êtes le meilleur. Donc, contrairement aux demandes de subvention là, ou aux IRSC, là, si c'est en français, une demande de subvention, c'est assez pénalisé. Pour une demande de bourse, que ce soit en anglais ou en français, vous ne serez pas pénalisé. Donc, prenez la langue que vous préférez, mais n'utilisez pas les deux langages dans votre demande de bourse. Ça peut vous nuire. Si vous prenez français, faites tout en français. Si vous prenez en anglais, faites tout en anglais, tout simplement. Okay? On veut de la constance à travers votre demande. Et donc, prenez une langue et prenez-la pour toutes les différentes sections. Aussi, à travers les formulaires en ligne, mais ça s'applique à toutes les autres sections de la demande, ça ne prend aucune faute de français ni d'anglais, peu importe la langue que vous choisissez. L'application doit être parfaite. Hein. Il y a un truc facile pour y arriver. Faites-la relire. Vous relisez-la plusieurs fois, mais faites-la relire aussi par vos amis, vos collègues, vos mentors, vos superviseurs, ça peut être votre famille. Le plus de personnes vont la lire, la meilleure votre demande va être, la plus claire elle sera, la plus compréhensible aussi, et le moins de fautes il va y avoir. Donc, n'hésitez pas à la faire circuler, votre demande, avec des gens de confiance qui vont pouvoir venir la bonifier et vous donner des critiques constructives. Vous avez ensuite des pages de signature. Fait que ça, je vous laisse, vous avez simplement à vous y prendre d'avance pour savoir qui doit signer et pour obtenir les différentes signatures pertinentes pour pouvoir soumettre en temps et en heure votre demande. Ensuite, vous avez le formulaire sur les concepts de sexe et de genre et comment ça s'applique à vos travaux de recherche. Ce n'est pas nécessairement directement évalué. Si on regarde les critères de sélection, là, les deux critères qui valent 50% chacun de la pondération, mais c'est le premier texte que l'évaluateur voit lorsqu'on ouvre votre demande de bourse. Et si on voit dès le départ que vous ne comprenez pas ces concepts-là, ça part comme pas bien. Tu sais, ça laisse une mauvaise impression à l'évaluateur et donc on veut s'assurer que vous voulez vous assurer, démontrer que vous comprenez bien les concepts de sexe et de genre qui sont importants à justifier. Si ce n'est pas clair encore pour vous, les IRSC ont des modules de formation, c'est très rapide, là, je pense que c'est 3 vidéos de 10 minutes, que vous pouvez accéder sur le site des IRSC, sur l'Institut de santé du sexe et du genre. Cela étant dit, pour cette section-là, je vous invite à faire un texte qui est le plus court et concis possible. Okay? Donc, un exemple, si vous travaillez avec des cellules en culture, des modèles de rongeurs ou d'autres modèles animaux, ça n'a pas de genre. Donc, simplement, ça ne s'applique pas à vos modèles expérimentaux. Ou au contraire, si vous travaillez avec des souris et vous voulez justifier disant « je vais travailler juste chez les mâles parce que ça coûte moins cher », ben, c'est une très mauvaise justification. C'est pour ça qu'on est obligé de justifier ça maintenant, pour ne pas délaisser le sexe biologique femelle. Et donc, ça va être important de ne pas avoir ce genre d'erreur-là. Donc, je vous invite à voir les formations. Faites un texte qui est court, mais qui est clair et concis et respecte les bonnes définitions pour ces deux concepts-là. De façon similaire, vous avez ensuite le résumé vulgarisé. Techniquement, ce n'est pas évalué. C'est surtout pour l'annonce publique, si vous êtes financé. C'est des fonds publics, hein, c'est des fonds gouvernementaux. Donc, si vous avez une bourse, votre résumé vulgarisé pourra être publiquement disponible. Par contre, vous voulez quand même que ce soit un texte intéressant. Si l'évaluateur ne comprend pas votre résumé vulgarisé, ça part mal à la demande, puis il va sûrement avoir quelques appréhensions sur votre résumé, sur votre description de projet scientifique. Encore une fois, vous voulez avoir quelque chose qui est short and sweet, qui est clair et concis, mais vous voulez quand même qu'on puisse capter l'essence de votre projet. Okay? Donc, pour le garder simple, souvent, là, on va éviter les acronymes, on évite les détails expérimentaux comme le matériel et méthode, c'est peut-être pas nécessaire. Vous voulez garder ça très, très simple. Si on veut un exemple, là, par exemple, moi, je travaille en cancer de la prostate, donc ça pourrait être quelque chose dans quelques phrases comme le cancer de la prostate, c'est le plus fréquent chez l'homme au Canada. On a encore besoin de thérapie en clinique lorsqu'il y a une progression de la maladie suivant les thérapies hormonales. Dans le laboratoire, on s'intéresse au métabolisme cellulaire et comment il est reprogrammé
dans les cellules résistantes aux thérapies actuelles. Puis, à travers mes travaux, je vais m'intéresser à ces mécanismes de reprogrammation-là pour venir les attaquer avec l'objectif à long terme de développer des nouvelles approches thérapeutiques. C'est quelque chose de relativement simple comme ça, mais qui donne au moins l'idée de l'esprit général de la demande. S'il y a des modèles intéressants, vous pouvez le mentionner. Pour ce faire, on va utiliser des approches de métabolomique par spectrométrie de masse ou des modèles cellulaires qu'on a développés au laboratoire. Mais pas plus compliqué que ça. Ça doit rester vulgarisé, mais il faut même qu'on comprenne globalement l'idée de votre projet. Bon. Maintenant, ici, c'est un peu les différentes sections qui ne sont pas nécessairement évaluées, mais qu'il faut bien remplir quand même. Et on arrive maintenant, après ça, à la section qui est attente en matière de formation. Et honnêtement, pour moi, là, c'est vraiment une des sections qui est probablement la plus importante de votre dossier. Et c'est là qu'on va vraiment venir discriminer beaucoup entre elles les différentes sections. Évidemment, votre CV est très, très important, mais il faut faire ressortir dans ce texte-ci les bons points de votre CV. Et c'est ici là, vraiment que je trouve qu'on peut aller chercher le plus de points. Puis souvent, la variation des différents formats utilisés d'un étudiant à l'autre, il y a beaucoup d'étudiants qui vont perdre des points simplement de la façon qu'ils vont remplir cette section. Comme je viens de le dire, pour moi, je trouve que c'est la partie la plus importante. Et il faut vous assurer à travers ce texte-là que tous les éléments positifs de votre CV ressortent bien ici, qu'ils sont expliqués aussi. Dans le CV, des fois, c'est une ligne pour décrire chaque élément. Il faut pouvoir les mettre en contexte, expliquer pourquoi c'est important, et c'est dans ce texte-là que vous allez pouvoir le faire. C'est un peu aussi votre branding, désolé pour l'anglicisme, mais c'est ici que vous allez vraiment pouvoir connecter avec l'évaluateur. Il y a une touche un peu plus personnelle. Il faut qu'elle reste professionnelle, évidemment. Mais c'est ici que vous allez faire découvrir votre parcours scientifique, vos motivations personnelles et professionnelles à continuer en recherche académique. Et c'est pourquoi c'est important de vraiment bien la remplir ici, de prendre le temps de vraiment bien remplir cette section-là. Maintenant, comment est-ce qu'on la remplit? C'est 2 pages. C'est la section la plus longue de la demande de bourse IRSC. Premièrement, assurez-vous de la remplir au complet. Okay? Ici, là, contrairement aux autres textes comme la justification du sexe et du genre, le résumé vulgarisé, ou souvent, je préconise plutôt un texte qui est court et concis. Les prochaines sections, vous la remplissez au complet comme il faut. Pas trop, mais il faut la remplir. C'est pas trop dense, mais il faut la remplir au complet. Donc, par exemple, ici, là, juste si on imagine qu'on compare 2 bourses différentes, on en a une qui est bien remplie, elle est aérée, mais la page est remplie au complet, versus une autre candidature qui a à peu près rien. Bien, basé sur les critères de sélection, là, le potentiel en recherche, l'expérience pertinente, les accomplissements, c'est sûr que la demande qui a beaucoup plus de descriptions va venir facilement aider l'évaluateur à remplir ces différents points évalués-là et à donner une bonne note sur les 2 fois 50% que vous avez à aller vous chercher, contrairement à une demande où il va y avoir très peu de descriptions qui sont faites et pour laquelle l'évaluateur ne saura pas nécessairement ce que vous avez fait. Et s'il y a des gros espaces blancs, ben, c'est bien de valeur, vous allez perdre énormément de points. Souvent, les candidats ou candidates vont se demander quoi mettre pour remplir cet espace-là. Chacun d'entre vous, vous avez en masse à écrire pour aller remplir 2 pages, puis c'est ça qu'on va voir à travers les prochaines diapositives. Okay? Peu importe votre niveau, vous pouvez remplir ces 2 pages-là et c'est essentiel que vous les remplissiez. Comment je le préfère, cette section-là, c'est vraiment d'avoir une espèce de narratif de votre cheminement professionnel et un peu personnel, okay? Qui décrit dès vos études de baccalauréat ou des fois du cégep, si c'est pertinent, votre parcours en recherche, qu'est-ce qui vous a motivé à aller en sciences, comment vous avez transitionné à la maîtrise, qu'est-ce que vous avez fait à la maîtrise, ensuite la transition au doctorat et enfin vos attentes futures en ce qui a trait à la carrière en recherche. Vous n'avez pas besoin nécessairement de dire que vous voulez devenir professeur-chercheur, mais il faut qu'on comprenne avec ces attentes en matière de formation-là que cette formation en recherche est importante pour votre développement professionnel et qu'une bourse d'IRSC va vraiment venir bonifier votre formation et votre carrière future. C'est un peu une ligne du temps. On ne part pas de la naissance, là, on part peut-être du cégep ou de la première expérience scientifique. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas si
les concours de sciences au secondaire, au cégep. Si vous avez un étudiant qui vient de l'international, des fois, vous avez des parcours un peu atypiques. Il faut les expliquer, il faut le faire comprendre aux évaluateurs, ces parcours-là, qui des fois peuvent être différents du parcours traditionnel d'un étudiant au Québec. Des fois, ça peut être des situations personnelles. Donc, moi, je fais de la recherche en cancer. Ça pourrait être un de mes proches qui a été atteint d'un cancer. Ça m'a grandement affecté et ça m'a motivé à aller accomplir une carrière en recherche sur le cancer pour trouver des nouvelles options thérapeutiques. Donc, il faut comprendre vos motivations sans trop nécessairement rentrer dans le personnel, mais il faut quand même qu'on vienne saisir cette particularité-là qui vous est propre. Et à travers toute cette espèce de narratif-là, cette ligne du temps-là qui vous représente, il faut décrire tous les bons coups de votre formation. Okay? Puis ici, là, je les énumère, c'est beaucoup de texte, mais c'est pour que vous les ayez comme aide-mémoire pour votre formation. Donc, allez voir la présentation, elle est enregistrée. Mais c'est par exemple les publications, les présentations à l'oral ou par affiche, les compétences que vous avez développées, les techniques de laboratoire que vous êtes allé chercher, les événements de vulgarisation, les congrès internationaux. Des fois, ça peut être même des expériences en dehors de la recherche scientifique, comme des compétitions entrepreneuriales, si vous étiez impliqué dans vos associations étudiantes, si vous avez des bonnes notes, etc. Il faut toutes que ces informations-là ressortent au fur et à mesure de cette section-là pour bien comprendre votre dossier, bien valoriser vos points forts et faire du sens avec votre cheminement scientifique et justifier que vous méritez une bourse doctorale des IRS. Normalement, ce que je suggère, c'est d'avoir cette section-là séparée en paragraphes et qui sont, en fait, qui suivent cette ligne du temps-là, donc en ordre chronologique. Donc, on peut commencer avec une brève description de vos motivations ou de vos objectifs professionnels dès le départ. Ça permet de bien situer votre candidature ou comment vous vous positionnez. Et ensuite, on y va point, par paragraphe séparé. Donc, par exemple, pour le cégep, si vous aviez fait un parcours, je ne sais pas, en biologie cellulaire ou un concours scientifique au niveau du cégep qui vous a passionné, qui vous a amené à entreprendre un programme de baccalauréat, par exemple, en sciences biomédicales. Et donc, ça vous permet de transitionner au prochain paragraphe qui va être sur vos études graduées, les différentes expériences que vous avez eues à travers ces études graduées-là. Donc, si vous avez des stages de recherche, si vous avez présenté, si vous avez publié, si vous avez obtenu des bourses, vous pouvez les mentionner. Pas nécessairement décrire les cours que vous avez suivis, mais ça peut être un profil précis, donc un profil adapté à la génomique pour dire quelque chose avec les prix qui s'y rattachent ou des stages qui s'y rattachent et des compétences que vous avez développées dans ces stages-là qui vont de pair avec ce que vous avez de besoin pour vos études doctorales. Ensuite, vous pouvez avoir un paragraphe qui prend un petit peu plus de temps sur la maîtrise. Vous pouvez situer votre projet de recherche aussi, pour qu'on comprenne un peu le cheminement logique d'un projet à l'autre, d'un stage à l'autre. Qu'est-ce que vous êtes allé rechercher pour bonifier en lien avec votre formation doctorale et vos objectifs de carrière. Vous pouvez décrire encore une fois les publications, les présentations, les bourses, etc. Et enfin, vous arrivez à votre section doctorale. Ça doit être votre section majeure. On va y revenir dans les diapos précédentes, mais c'est un peu le même principe que la maîtrise. Donc, on décrit le projet de recherche, on décrit qu'est-ce qu'on veut faire à travers le doctorat, qu'est-ce qu'on a déjà acquis, s'il est déjà entrepris le doctorat, donc qu'est-ce que vous avez publié, présenté, obtenu des bourses, et pourquoi ce laboratoire-là? Donc ici, la section attente en matière de formation est importante. Dans le laboratoire du doctorat, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est le meilleur environnement de recherche et de formation pour atteindre vos objectifs de carrière? Et enfin, je vous suggère de terminer avec un court paragraphe qui résume tous vos accomplissements et rappelle vos objectifs de carrière. Donc, au final, j'ai publié X présentations, publié tant de fois dans des articles scientifiques et obtenu tant de prix et bourses, par exemple, pour venir vraiment comme avoir un gros paragraphe punché à la fin, finir sur une note vraiment excellente avec l'évaluateur. Ici, c'est juste un exemple, OK? C'est ce que je rappelle en bas. C'est simplement un exemple. Essayez de l'adapter à votre cheminement particulier, mais les trucs ici et le concept d'organisation, je pense, s'applique à la grande majorité des dossiers et des candidatures. À travers le texte,
essayez de discuter de vos, c'est comme je le mentionnais, discuter des publications que vous avez obtenues, des présentations que vous avez faites, s'il y a des manuscrits ou des collaborations qui sont en cours ou en révision, c'est l'endroit de le mettre en valeur, hein, ce texte-là. Donc, vous pouvez avoir, ici, ça va résumer ce que je vous ai dit. Donc, le paragraphe 2, par exemple, votre baccalauréat avec les différents stages et les accomplissements. Le paragraphe 3, ça pourrait être un deuxième aussi stage qui a été très fructueux, dans lequel vous avez appris des nouvelles techniques qui sont pertinentes pour votre projet de doctorat. Donc, on fait le lien pour démontrer qu'à chaque étape de votre parcours, vous avez acquis des compétences et des techniques qui vont venir bonifier votre doctorat, votre projet de recherche doctorale et qui va venir aller de pair avec votre projet professionnel que vous avez, vos attentes en matière de formation. Donc ici, ça résume au niveau de la maîtrise ce que j'avais mentionné. Et enfin, ça nous prend un ou plusieurs paragraphes sur le doctorat, qui va être évidemment une section extrêmement importante. À travers tout ça, si vous avez des transitions importantes, n'hésitez pas à l'expliquer. Des fois, ça s'explique très bien. Je prends mon cas personnel. Moi, initialement, je m'étais spécialisé en biologie marine. Je venais d'un secteur, d'une famille de biologistes marins. Je désirais une carrière de professeur universitaire en aquaculture. À travers mes études graduées, j'ai fait différents stages, mais j'ai aussi fait plusieurs cours qui m'ont plutôt amené à me questionner sur les approches de génomique et de génomique liées à la santé humaine. Et donc, j'ai transitionné mon parcours pour me diriger avec une maîtrise et un doctorat appliqué aux sciences de la santé. C'est une transition qui s'explique, mais qui doit être expliquée. Sinon, à travers le CV, des fois, on ne comprend plus rien comme évaluateur. Prenez quelques lignes pour l'expliquer. Souvent, c'est relativement simple et ça permet de vraiment apprécier votre dossier. Puis, malgré le fait que ces transitions-là, des fois importantes, la démarche scientifique, elle reste la démarche scientifique d'un domaine de science à l'autre. Donc, en biologie marine, c'est la même pensée scientifique, la résolution de problèmes, on émet des hypothèses, on trouve des solutions aux problématiques, etc. Et donc, on est capable d'appliquer ces compétences-là, même aux sciences de la santé. Quand vous arrivez maintenant à votre doctorat, il faut expliquer brièvement votre projet, le mettre en contexte, parce qu'oubliez pas, dans l'ordre de séquence d'arrivée des différents documents de votre demande de bourse, le projet il est plus loin. Donc, on ne sait pas encore nécessairement sur quoi vous travaillez. Donc, mettez-le en contexte, mais juste 2-3 phrases maximum. Vous pouvez décrire s'il y a des compétences, des techniques, des expertises uniques que vous allez acquérir. Donc, pourquoi c'est vraiment un laboratoire, le meilleur laboratoire pour aller chercher cette expertise-là. Vous pouvez décrire le superviseur, le directeur de recherche, est-ce que c'est un bon mentor? Donc, par exemple, est-ce que les étudiants ont du succès dans ce laboratoire-là? Est-ce qu'ils publient dans des journaux à fort impact? Est-ce que le financement du projet est assuré? Donc, allez-vous avoir du financement pour avoir tout le matériel que vous avez besoin pour faire vos travaux de recherche? Est-ce que les travaux qui sont publiés ont un impact concret dans votre domaine de recherche? Est-ce qu'il y a des opportunités de collaboration au national, à l'international? Est-ce qu'il y a d'autres activités de formation qui pourraient être intéressantes, comme des séminaires, des journal clubs, des opportunités de mentorat avec des étudiants du premier cycle, par exemple? S'il y a des instruments uniques qui sont disponibles, si c'est un environnement de recherche multidisciplinaire. C'est juste pour vous donner des idées comment décrire votre environnement de recherche doctorale et comment est-ce que ça s'aligne avec vos attentes en matière de formation. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. En fait, si vous essayez de tout mettre, ça ne rentrera probablement pas. C'est à vous de trouver les meilleurs éléments qui vont venir bonifier votre demande en accord avec vos propres attentes en matière de formation et avec ce qui est le plus fort au sein de votre environnement de recherche. Souvent, là, les différentes candidatures ont un focus qui est un peu trop au niveau de l'université ou du centre de recherche. Personnellement, je préfère quand c'est surtout sur le laboratoire spécifique de recherche et de démontrer pourquoi ce labo-là en particulier est vraiment en accord avec vos attentes en matière de formation. C'est à vous de voir aussi, des fois, là, on n'est pas encore, ça fait pas assez longtemps qu'on est dans le laboratoire, on connaît peut-être un petit peu moins. Vous pouvez, dans ce temps-là, aller au niveau du centre ou de l'université. Ou s'il y a quelque chose de particulier, n'hésitez pas à le mentionner, mais pas trop nécessairement un gros focus au niveau des universités. Essayez de vous concentrer sur le laboratoire spécifiquement. Et globalement, comment est-ce que le labo d'accueil va aller de pair avec vos attentes en matière de formation et si vous allez être capable de faire votre projet de recherche dans ce laboratoire-là, ce qui est évidemment extrêmement important. Au final, puis c'est un peu ce que je disais tantôt, j'aime bien quand on finit avec un court paragraphe qui vient faire le résumé de tout
de tous vos accomplissements. Okay? Donc, si on prend un exemple ici, là, au cours de ma formation en recherche, j'ai publié 4 articles, j'ai publié 10 fois. Il peut y avoir des congrès internationaux. J'ai obtenu 6 bourses qui totalisent 50 000 $ pour dire quelque chose. Donc, venez vraiment faire un résumé punché de vos accomplissements. Ça va faciliter aussi l'évaluateur lorsqu'il va venir défendre votre dossier. Il n'y a pas besoin de les compter lui-même, les différents trucs. Tout est prêt pour lui, pour l'aider à défendre votre dossier. Et en même temps, finissez en rappelant qu'une bourse des IRSC est essentielle pour vous supporter à atteindre vos objectifs de carrière de carrière en recherche. Dans mon cas, ça serait de la recherche en cancer, mais ça peut être n'importe quel domaine de recherche biomédicale. Et essayez d'être le plus factuel possible. Je vous ai mentionné au tout début que parfois les motivations qui vous ont amené à faire de la recherche peuvent venir toucher une fibre personnelle, mais essayez que le texte ne devienne pas trop nécessairement personnel ou pas trop basé sur des impressions plutôt que des faits. On est des scientifiques, n'oubliez-le pas. Donc, quand il y a un texte qui est beaucoup trop « je suis vraiment excellent parce que X raison », on ne veut pas nécessairement que vous disiez vous-même que vous êtes excellent. On veut plutôt que vos accomplissements supportent cette excellence-là. Donc, si vous venez avoir à la fin, là, au fur et à mesure qu'on voit qu'il y a des publications ou des présentations, qu'on accumule des bourses, ça démontre votre excellence, mais à travers des faits. Et c'est ça qui vous donne une touche un peu plus professionnelle, plus scientifique à cette section-là, qui va être importante, et ça va mieux mettre l'emphase sur vos points forts. C'est ce qui complète l'attente en matière de formation, donc le Training Expectations. Donc, vraiment, prenez une attention particulière à bien la remplir. Puis comme je vous ai mentionné, je vous ai donné beaucoup d'exemples de différentes sections que vous pouvez inclure dans ce texte-là, ces 2 pages. Assurez-vous de bien le remplir. Ensuite vient ce qu'on appelle le proposal, qui est finalement le projet de recherche. Au niveau des IRSC, je vais être assez honnête, là, la plupart des projets de recherche sont très bien montés. Donc, la plupart des candidatures ont beaucoup de points. Et donc, ce n'est pas là vraiment que vous allez vous démarquer vers le haut, mais vous pouvez perdre beaucoup de poids et descendre vers le bas. Si votre projet est mal monté, vous allez perdre beaucoup de points là et ça va tuer le reste de l'application. Donc, vous voulez vous assurer que ça soit comme les autres sections, que ça soit parfait. Mais ce n'est pas là qu'on va venir nécessairement dépasser les autres, mais on s'assure de rester dans le peloton de tête en faisant un bon projet de recherche. C'est juste une page, c'est très, très rapide et c'est une page avec les références. Donc, il faut être vraiment clair et concis et aller très vite dans le vif du sujet. On peut partir le texte avec 3 à 5 phrases d'introduction, c'est quand même faire une mise en contexte de votre projet de recherche. Et ensuite, on attaque ce qu'on a... on fait un peu la méthode scientifique traditionnelle, finalement. Donc, on arrive ensuite avec les objectifs, les hypothèses, le matériel et méthode, les résultats préliminaires, si vous en avez déjà. Il faut décrire le rôle du candidat. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce projet-là? Donc, c'est quoi vos objectifs? Comment je vais y arriver en utilisant quelle méthode? Et vous pouvez finir avec une brève section d'impact. Donc, ça va être quoi l'objectif à long terme? Dans un contexte de recherche sur le cancer, ça peut être de dire, on va faire on espère pouvoir développer à long terme une nouvelle approche thérapeutique pour le cancer de la prostate, pour dire quelque chose. Il faut quand même que cet objectif à long terme-là ait le potentiel d'avoir beaucoup de retombées. On veut un effet wow quand même, tout en étant réaliste. Vous n'allez pas guérir tous les cancers à travers votre demande, mais si vous dites dans ma demande, je m'intéresse à un aspect précis d'un cancer en particulier et j'espère à long terme pouvoir amener un nouveau traitement pour ce cancer-là qui touche tant de personnes. Là, ça donne un impact réaliste, mais qui est intéressant si tout fonctionne comme il faut et si les hypothèses s'avèrent confirmées. Et enfin, ça vous prend quelques références. Donc, ne faites pas un projet pas de référence. C'est quand même un texte scientifique. Vous voulez en rajouter quelques-unes sans que ça prenne trop de place dans votre texte. Ici, c'est un exemple d'un des étudiants de mon laboratoire là, qui a obtenu une bourse des IRSC. C'est un exemple de projet, comment il est structuré et l'espace donné aux différentes sections. Donc, vous aviez en premier lieu le titre. Parce que souvent, le titre, là, si vous vous rappelez, l'ordre des différentes sections, là, le titre il est comme 10-15 pages avant d'arriver au projet. Donc, souvent, l'évaluateur, il l'oublie. J'aime bien le rappeler. Si vous n'avez pas de place, vous n'êtes pas obligé de le mettre non plus. Mais ça permet de des fois bien remettre en contexte le projet de recherche ou le résumer en une phrase, tout simplement. Ensuite, on veut une introduction, mais qui n'est pas trop grande. 30% maximum de la page qui est remplie par l'introduction, avec les hypothèses et, si possible, des objectifs à long terme. On veut quand même comprendre le gros du projet, on veut bien le positionner
mais ça prend des hypothèses et objectifs. C'est un travail scientifique. J'ai perdu le son, Dr. Odette Walsh. Est-ce que je suis seul? Moi, j'entends bien encore. 2, 1, 2, est-ce que c'est bien? Oui, tout est bien. De mon côté, tout est bien. Je pense que c'est moi qui avait une mauvaise connexion. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Il n'y a aucun problème. Je vais juste casser. Je dis, oui. L'introduction, c'est essayer de viser 30% maximum, OK? La plus grande partie du projet, du texte projet, doit être sur le projet. Ça semble niaiseux à dire, mais ça arrive souvent là, que l'introduction fasse 75% du texte, il ne reste pas de place pour le reste du projet, on ne peut pas évaluer le projet et ça tue la demande malheureusement. Donc, assurez-vous là, que la plus grande portion du texte est orientée sur le projet en lui-même. Ça, c'est très important. Ici, c'est séparé avec un objectif 1, le matériel à méthode qui lui est associé, qui sont différents, et un deuxième objectif avec le matériel à méthode associé, avant d'arriver avec une section qui est plutôt impact et retombées du projet, qui contiendrait de l'information additionnelle, comme est-ce que le financement est disponible, est-ce que l'équipement spécialisé, est-ce qu'on l'a là, etc. Et on finit avec une section référence qui peut venir en fait même soit vous, là, je vais le prendre en bon franglais, là, venir vous booster ou booster votre laboratoire d'accueil. Donc, si vous avez, par exemple, une technique vraiment là, unique à votre laboratoire, venez mettre les références là. Si c'est une référence dans Nature, par exemple, c'est du lab, mettez un astérisque pour le mentionner. C'est très important. Ça vient quand même bonifier l'environnement de recherche dans lequel vous vous trouvez. Ici, les références, c'était les résultats préliminaires d'étudiants qui avaient été publiés. Donc, évidemment, ça vient bonifier le reste de la demande en lien avec son parcours scientifique. Par contre, vous voyez que les références, ça ne prend pas non plus 25% de la place. C'est très, très condensé en bas pour qu'ils les aient, mais sans venir manger trop d'espace pour le reste du projet qui doit se concentrer sur les objectifs, le matériel et méthodes. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 3 prochaines années, finalement, une fois que vous avez votre bourse? C'est juste un exemple. Il y a plusieurs façons de venir construire son résumé de projet. Vous pouvez avoir l'ordre traditionnel là, de la démarche scientifique. Donc, introduction, hypothèse, objectif, tout le matériel et méthodes, les résultats attendus ou les résultats préliminaires et la conclusion, avec encore une fois la référence après. Peu importe le style que vous utilisez, assurez-vous que le projet reste, que l'emphase du texte reste sur le projet. Okay? Donc, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous ayez la bourse? Mais assurez-vous aussi que ça soit compréhensible par des non-spécialistes. Okay? Chaque évaluateur a environ une trentaine de demandes. Comme évaluateur, moi, je suis en recherche sur le cancer, mais j'évalue les demandes en immunologie, en neurologie, dans plein de demandes. Ça peut être très clinique, comme ça peut être fondamental. Donc, il faut que le texte soit adapté à un évaluateur qui n'est pas spécialiste dans votre domaine. Vous pouvez aussi ajouter des résultats préliminaires, c'est évidemment très bien vu. Et ça supporte la faisabilité du projet aussi. Vous pouvez dire, il fallait que je développe un protocole particulier et les résultats préliminaires suggèrent que ça marche très bien et ça supporte notre hypothèse et donc je vais aller approfondir un peu plus en détail avec tel protocole, par exemple. À travers le texte du projet, mais ça c'est vrai pour à chaque fois que vous allez avoir à écrire des textes pour une demande de bourse là, ou une demande de subvention, assurez-vous de bien séparer les différentes sections. Okay? Des fois, je vais mettre, par exemple, ici, l'introduction, c'est clair, il y a un caractère gras. Et après la prochaine section, il y a un enter, un bref espace pour séparer de sections et c'est clair la distinction entre les sections. Donc, on peut suivre facilement d'un point à l'autre. On veut quand même que ce soit aéré. Okay? Donc, pas un gros paragraphe là, qui part en haut à gauche et qui finit en bas à droite de la page, c'est trop lourd. Il faut que ce soit aéré, mais pas trop non plus. Si on voit là, qu'il y a plein de enter un peu partout juste pour bouffer de l'espace, on va manquer de détails techniques et scientifiques et ça va nuire à la description de projet. Donc, trouver un juste milieu. Évitez aussi d'utiliser trop de caractères gras, italiques, soulignés. Trop, c'est comme pas assez. C'est comme trop aéré, c'est comme pas assez. Donc, trouver le juste milieu. Dans l'exemple ici, dans l'exemple que je vous ai présenté ici, vous voyez qu'il y a quand même c'est séparé en quelques paragraphes. Il y a un peu de caractère gras, mais c'est somme toute relativement simple et c'est bien aéré entre les sections. Et essayez de suivre, en fait, l'approche scientifique traditionnelle. Des fois, c'est un petit peu... c'est ça. C'est ce qui va être le plus simple à l'évaluateur pour comprendre votre projet et lui montrer que vous le comprenez bien aussi. Parce que si on a l'impression que la candidature
comprend pas nécessairement bien son projet, ben, ça va avoir des aspects négatifs sur l'évaluation. Donc, venez vraiment bien montrer que le projet est clair, il est concis, il est de taille pour un doctorat, mais il est faisable, il est réaliste et c'est très bien articulé. On sait que la personne sait où elle s'en va. C'est parfait. Vous avez atteint les objectifs pour l'évaluation dans ce contexte-là. Parfait. Comme je le mentionnais, assurez-vous que c'est un projet réaliste. Et décrivez aussi vos rôles. Mais ça, je vais mettre un bémol. Vous n'avez pas toujours à bien décrire votre rôle, mais je le décrirai dans des contextes particuliers lorsque ce n'est pas nécessairement évident. Le contexte particulier le plus évident, là, où là, il faut décrire votre implication, c'est pour les grandes études cliniques multicentriques, des fois internationales. On va recruter 10 000 patients dans 25 centres à travers le monde. OK, c'est un super projet, mais c'est quoi ton doctorat à travers ça? C'est quoi ta contribution? Quel rôle tu vas jouer là-dedans? Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, ça va être important pour ce genre de projet-là, vraiment venir mettre en valeur votre contribution essentielle à ce projet-là. Si c'est un projet qui est très fondamental, vous voulez éviter d'avoir trop de détails. Okay? Là, c'est encore une fois, c'est le juste milieu. Vous voulez avoir des détails pour montrer que c'est de la recherche moléculaire et cellulaire, mais pas trop de détails pour un non-spécialiste parce qu'on ne comprendra pas. Si je lis un projet en immunologie et que vous me mettez là, tout plein d'acronymes de cellules CD, machin positif, sans vraiment les détailler, je ne pourrais pas comprendre et ça va être trop compliqué. Fait que venez en mettre, mais expliquez-le. Donc, par exemple, je vais m'intéresser à cette sous-population de familles au niveau du système immunitaire avec des marquages CD34 positifs, alors que cette autre famille qui est aussi importante, elle va être CD34 négatif, par exemple. Parfait. Essayez de ne pas utiliser trop d'acronymes à travers la présentation, ça va être trop compliqué, mais il faut en mettre un peu, c'est en tout le temps bien balancer l'utilisation des termes plus compliqués, plus spécialistes pour que ça soit une bonne pondération à travers votre projet de recherche. Oups. OK, ça devrait aller relativement plus vite pour les prochaines sections. Donc, c'est ce qui est complété ici pour le projet de recherche. Donc, vous le faites de façon, on remplit bien la page, on l'aère comme il faut, mais on décrit bien en suivant une méthode classique scientifique pour bien comprendre votre projet de recherche à travers les 3 prochaines années. Cela étant dit, vous avez aussi à mettre vos, comment ça se dit en français, donc ça, vos relevés de notes. Okay? Si vous avez une moyenne de A+ partout, là, ou vraiment des moyennes impressionnantes, ben, c'est parfait. Soulevez ce point-là à travers votre texte d'attente en matière de formation. Vos références peuvent le souligner aussi. Si ce n'est pas le cas, et que vous avez eu des notes plus difficiles, ça arrive. Il y a des parcours aussi, des fois, on change de profession et ça devient très difficile, il faut s'adapter. C'est correct. Vous pouvez être finançable quand même. Et dans ce cas-là, on veut montrer la progression ou la recherche d'excellence à travers cette progression-là. Souvent, les notes du baccalauréat vont être plus faibles et ça va beaucoup augmenter au niveau de la maîtrise et du doctorat. Mettez ça en avant dans votre texte attente en matière de formation. Vous avez quand même des chances d'être financé au niveau des IRSC. Donc ça, mais c'est important de bien le phraser, de l'expliquer et de le mettre en valeur dans vos différents textes. Si justement vous avez eu à avoir cette progression-là, essayez d'expliquer le parcours, qui peut l'expliquer. Des fois, c'est des raisons personnelles, rentrez pas trop dans le détail nécessairement, mais des fois, c'est des raisons professionnelles. Donc, on a changé de parcours, il a fallu s'adapter. J'ai passé de biologie marine à santé médicale, donc il y a eu une adaptation à faire, par exemple. Ça s'explique bien, c'est facile à dire et ça permet à l'évaluateur de bien comprendre votre parcours et de voir votre belle progression à travers votre parcours universitaire. Je ne parlerai pas plus des relevés de notes que ça, là, et après ça, il n'y a plus grand-chose que vous pouvez faire d'ici là par rapport à vos notes de bac. Plus vous allez avancer dans votre parcours universitaire, de moins en moins, les relevés de notes vont être pertinents et de plus en plus, on va vouloir évaluer plutôt vos acquis en termes de recherche scientifique, les publications, les bourses, les prix, etc. Par la suite, on a une section qui est 2 lettres de référence. Dans ce cas-ci, c'est un peu comme le projet de recherche. Normalement, toutes les candidatures, les lettres de référence sont excellentes. Okay? Parce que si la personne, normalement, accepte de vous faire une lettre de référence, ben, c'est parce qu'elle est d'accord avec l'excellence de votre dossier. Par contre, des fois, il faut accompagner un peu les référents, il faut les accompagner un peu par la main, parce que si la lettre est mal montée ou n'est pas bien faite, ça peut quand même vous faire mal puis vous tirer dans le pied. Donc,
vous voulez vous assurer de bien les accompagner pour qu'ils puissent vous faire la meilleure lettre de référence possible à votre dossier. Ça vous prend 2 lettres, 2 référents, une préférentiellement de votre superviseur de doctorat et si possible, l'autre, je suggère le superviseur de maîtrise. Ça pourrait être sinon le co-directeur au niveau doctoral, un collaborateur important, etc. Il faut leur demander d'avance de faire ces lettres de référence-là parce que ça prend du temps, faire une bonne lettre de référence. 2-3 semaines minimum avant la date limite de soumission. Mais honnêtement, je vous suggérerais 1 à 2 mois d'avance. Donnez-leur les critères d'évaluation pour qu'ils sachent sur quoi mettre l'emphase à travers leur lettre de référence et accompagnez-les dans leur travail d'écriture pour vous aider. Globalement, les évaluateurs ont 2 choses qu'ils doivent remplir. La première, c'est le formulaire de notation. Et la deuxième, c'est un texte qui décrit comment ils ont rempli le formulaire de notation. Okay? Fait qu'en gros, ça, c'est le formulaire de notation. Donc, il faut décrire l'esprit critique, l'autonomie, la persévérance, etc. Et on veut au maximum là, que l'évaluateur, le référent puisse dire « faites toujours preuve à votre niveau ». Okay? On veut une référence qui est parfaitement en accord avec votre excellence et qui va venir bien décrire tous ces différents points-là. Mais vous le voyez, là, il y a plusieurs points ici à venir définir et ça va être à vous de donner des arguments et rappeler des faits ou des acquis ou des accomplissements scientifiques que vous avez qui permettent à l'évaluateur de venir dire oui, toutes ces aptitudes et ces compétences-là, cette personne-là fait toujours preuve de. Okay? Ensuite, c'est ça. Ils doivent remplir un texte qui va justifier cette évaluation-là et aider-les à faire ce texte-là. Okay? Parce que c'est des humains, leur mémoire, ça oublie. Des fois, ils ne pensent pas à certains points. Donc, vous pouvez, ayez pas peur de les aider, de leur donner des éléments, de leur donner votre CV, de surligner des choses dans votre CV qui vont venir les aider à remplir ces différentes sections-là. Ils peuvent même écrire leur texte là, avec un paragraphe par compétence ou par 1 à 2 compétences, par exemple, pour vraiment bien venir justifier pourquoi ils ont mis A+ pour chacune des compétences. Et donc, ça, c'est à vous de les accompagner. Surtout, là, si vous vous rappelez, si vous faites une demande de bourse à la maîtrise, il y a beaucoup d'éléments qui doivent se retrouver dans ces lettres-là. Donc, accompagnez bien vos référents pour vous aider. Tu sais, c'est votre demande de bourse. Aidez-les à vous aider au mieux que faire se peut. Ça va. Et encore une fois, c'est un peu le même principe. Si une lettre de référence, il y a très peu de détails, ça ne va pas vous aider. On veut un évaluateur ou un référent qui prend le temps, qui prend du temps pour écrire cette lettre de référence-là. Et le temps qu'il prend démontre comment il vous fait confiance et comment il investit de son temps, parce que le temps, vous le savez, là, les référents que vous allez aller chercher sont très occupés. Et donc, s'ils prennent bien le temps de vous soutenir, c'est parce qu'ils croient en vous et ils veulent vous supporter au maximum. Et ça vient bonifier votre dossier de demande de bourse. OK, maintenant, la dernière grosse section, là, je sais que le temps file, mais on va y aller rapidement. C'est comment remplir son CV comme un Canadien. Puis vous le voyez, là, on a couvert beaucoup de sections avant de finalement arriver à la section du CV. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ressortir vos points forts de votre CV au fur et à mesure que vous avez les différents textes de la demande. Parce que l'évaluateur rendu à la fin, si le reste n'a pas accroché, s'il arrive au CV, il va avoir de la misère à accrocher à ce moment-là. Il faut qu'il reste accroché tout au long de votre demande de bourse, comme si c'était un très bon roman. Puis évidemment, c'est important de faire en sorte que vous avez différents accomplissements à mettre dans votre CV comme un Canadien à tous les différents critères d'évaluation, comme mentionné au tout début de la présentation. Donc, pour le remplir, vous allez sur le site du CV commun canadien, vous faites « Entrer » et vous remplissez les différentes sections qui vont vous demander. Je ne passerai pas en détail, là, faites simplement suivre les instructions des IRSC pour le remplir comme il faut et remplir toutes les bonnes sections adéquates par rapport à une demande de bourse des IRSC. Au cours des prochaines quelques diapositives, je vais simplement décrire certains des éléments importants que vous pouvez remplir pour venir bonifier votre CV. Notamment, il faut que tous vos stages de recherche soient présents. Mais ne faites pas juste dire stage de recherche en biologie médicale. À rajouter dans le titre du stage, c'est qui le nom du chercheur dans lequel qui vous supervisait, c'était quoi votre projet de recherche. Il peut y avoir une brève description de ce projet de recherche. Il faut qu'on comprenne, au-delà d'un stage, c'était quoi votre stage de recherche.
et utiliser l'espace que vous avez ici, des fois, pour mettre en valeur des compétences que vous avez acquises ou des points forts qui sont ressortis à travers ce stage-là. Vous pouvez rajouter toutes les publications scientifiques, toutes les présentations, les posters scientifiques, les dissertations, donc les rapports de stage, par exemple, les thèses de maîtrise, à travers ça. Des fois, ça va être des petites présentations au niveau local. Mettez-la quand même, ça ne vous nuira pas. Ça va être mieux d'en avoir des petites que de ne pas en avoir du tout. À travers ces différentes publications ou présentations-là, assurez-vous aussi que tous les auteurs soient présents. En fait, dépendamment comment c'est monté, là, des fois, on ne voit même pas les noms des auteurs. Pour un poster, si on ne sait pas quel auteur vous êtes, premier auteur, c'est bon. Si vous êtes 10e auteur sur 20, ça a pas mal moins d'importance. Donc, assurez-vous qu'on sache combien d'auteurs il y a et quel est votre rang en tant qu'auteur. Faites ressortir ce qui est positif. Vous pouvez même mettre votre nom en majuscule, en caractère gras pour qu'il ressorte et que l'évaluateur n'ait pas à chercher vous êtes où dans la liste des auteurs, puis que ça vienne naturellement quand on regarde votre CV. N'hésitez pas à rajouter tout de même des présentations locales dans votre axe de recherche, au niveau de votre centre de recherche, même parfois des clubs de lecture. S'il vous manque de présentations, allez en rajouter des petites. Comme je le disais, même des petites présentations, ça vaut mieux que rien du tout. Vous pouvez, à travers votre CV commun, rajouter toutes les expériences autres aussi que vous avez. Donc, si vous avez fait du bénévolat, vous êtes impliqué dans la vulgarisation scientifique ou, je ne sais pas, comme ça peut être d'aller parler avec des drogues ou des méfaits des drogues aux jeunes du secondaire, par exemple. Ça peut être de faire partie des associations étudiantes, d'avoir des projets spéciaux en dehors de l'académie, de faire du sport de haute compétition. C'est tous différents éléments qui vont venir montrer que vous êtes organisé, compétent, ça démontre votre dynamisme et votre leadership et votre excellence. Même si des fois, ça, de prime abord, pas de lien avec votre parcours scientifique. Comme de faire du sport de haut niveau à l'université, c'est que vous êtes capable de faire beaucoup de choses en même temps, d'être très organisé pour être excellent. Vous êtes à la recherche de l'excellence, c'est pour ça que vous faites du sport de haut niveau, etc. Si vous avez de l'entrepreneuriat aussi, c'est le moment de le mettre à travers le CV commun. Si vous avez supervisé des étudiants, comme de niveau au bac, par exemple, des stagiaires du baccalauréat, vous pouvez aussi l'inscrire dans votre CV commun canadien. C'est une expérience de supervision. Ça démontre la maturité, que votre superviseur de recherche vous fait confiance à ce niveau-là aussi. Je vais revenir aussi. Si vous avez à travers aussi des fois le CV commun canadien, des fois, il y a une section aussi pour les collaborations. Donc, vous pouvez utiliser cette section-là si vous avez des collaborations en cours ou passées avec d'autres laboratoires, s'il y en a à l'international, ça peut être très bien vu. Donc, il y a beaucoup de sections dans le CV commun, puis souvent, là, les étudiants sont un peu, vous êtes des fois un peu gênés de mettre certains points forts. N'hésitez pas à bien lire les instructions et à les remplir au maximum de votre dossier, ce que vous pouvez mettre ici dans votre CV commun. Maintenant, on se rapproche de la fin de la demande. Il reste les contributions détaillées. C'est simplement une liste de vos références, des articles scientifiques qui ont été publiés ou qui sont sous presse et dans laquelle vous devez décrire votre contribution à vous dans cet article-là. Okay? En général, mentionnez principalement votre contribution à cet article-là et soyez réaliste dans cette contribution-là. Okay? Donc, si vous avez, je sais pas, vous êtes premier auteur, c'est parfait, vous avez contribué au design de l'étude et vous avez fait des expériences critiques, vous avez fait 3 figures sur 5, etc., qui ont valu ce premier authorship-là dans cette publication-là. Par contre, si vous êtes 4e auteur sur 15, c'est un peu l'exemple ici, vous êtes 4e auteur sur 15, puis que vous dites « Ah, j'ai fait 30% du travail », ça se peut comme pas vraiment. T'sais. On s'attend que normalement, ceux qui n'ont fait le plus, c'est les premiers auteurs. Si vous êtes le 4e, le total ne donnera pas 100%. Souvent, au niveau de l'évaluateur, ça fait un peu irrespectueux envers le premier et le 2e auteur. Donc, soyez réaliste dans votre contribution. On comprend que vous voulez des pourcentages intéressants, mais il faut que ça fasse du sens aussi. Et on veut quand même être respectueux à travers le travail que nos pairs ont aussi effectué dans cette étude-là. Le reste est relativement simple et je vous laisse suivre les instructions de la section à cet effet. C'est ce qui conclut, là, je pense qu'on est un peu tard, c'est ce qui conclut. Je voulais vous donner beaucoup d'informations. Je sais que c'est beaucoup d'un coup. N'hésitez pas à aller revoir diapo par diapo là, les différentes sections, les différents trucs que vous avez pour bien les remplir et maximiser vos chances de succès. Si vous avez des questions, commentaires, là, moi, je peux rester encore un petit bout de temps, là, donc n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous aider et de répondre à vos questions.
Puis aussi, si vous avez des questions en anglais ou en français, n'hésitez vraiment pas à me les poser. Je peux répondre dans les 2 langues officielles sans problème. Merci beaucoup, Étienne, pour la présentation. Je crois qu'il y avait beaucoup d'informations là-dedans qui vont vraiment aider beaucoup de personnes. Alors maintenant, c'est le temps de la période de questions. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, vous pouvez lever la main, vous pouvez ouvrir votre caméra, le demander à voix haute. Sinon, vous pouvez utiliser la fonction de chat et inscrire votre question là-dedans. Je peux peut-être déjà enchaîner. Là. Moi, j'ai des personnes qui m'ont fait part de leurs questions en privé avant de devoir malheureusement partir. Là. Juste de manière générale, là, l'enregistrement, dans le fond, on va le garder, on va le diffuser à travers sur quelle plateforme qu'on va diffuser ça dans? On va-tu le diffuser sur l'Infolette? Oui, ça va seulement être diffusé aux personnes qui se sont enregistrées pour le webinaire d'aujourd'hui. OK, bon, parfait. Et puis, peut-être qu'on pourrait aussi mettre le lien avec la vidéo là, que Dr. Odell Walsh nous faisait part plus tôt là, concernant la différence entre le sexe et le genre. J'ai eu des questions là-dessus, puis je pense que c'est quand même important de saisir cette nuance-là. OK, good. Fait que je vais y aller avec ma première question. Là. On est plusieurs dans le réseau puis qui ont assisté d'ailleurs à votre présentation. Et puis, nous, on a plusieurs initiatives, mais de groupes. On a eu des reconnaissances de groupes par rapport à ça. Comment, à votre avis, on pourrait mettre ça en relief versus des reconnaissances individuelles, pour dire que j'ai eu peut-être beau ça à faire. Quand on a une reconnaissance de groupe, est-ce que ça serait encore là de mettre un pourcentage pour notre contribution? J'imagine que ce serait important de mettre de l'avant le côté collaboratif qu'on a eu. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Là. Bien sûr. Ça, si c'est en groupe, vous le mettez. Ça peut être dans le CV, ça peut être dans l'entente en matière de formation. Et quand vous le mettez, il y a 2 choses, je pense, importantes à respecter. La première, c'est de ne pas nécessairement vous attribuer tout le crédit, surtout si c'est un travail de groupe. C'est d'être réaliste, comme un peu les contributions. C'est d'être réaliste simplement par rapport à ça et acknowledger que c'est un travail de groupe et un effort commun. Et en deuxième temps, c'est à travers cette distinction-là de bien décrire votre rôle là-dedans et comment vous avez bonifié et contribué au travail commun qui a mené à cette distinction-là. Dans le CV commun, souvent, il y a des sections, là, ça peut être collaboration. Vous pouvez être créatif ou vous le mettrez. S'il y a une section que ça sent, OK, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de section qui fit parfaitement pour le mettre. Je pense que collaboration, ça se met bien en général. Puis ça peut être vu dans un sens très général. Donc, n'hésitez pas à le mettre là. Et souvent, il y a une boîte de texte que vous pouvez remplir. Donc, n'hésitez pas à expliquer aussi. Je pense souvent, des fois, c'est comme mentionner, mais on ne l'explique pas. Et pour l'évaluateur, ça devient difficile à comprendre. Prenez le temps de l'expliquer. Ça s'explique bien dans l'entente en matière de formation aussi. Je me suis impliqué dans un réseau. C'est un réseau qui est très dynamique. C'est un réseau qui est soutenu par le FRQS, par exemple. La qualité ou le dynamisme du réseau a été récompensé à plusieurs reprises par les prix X, Y et Z. Ma contribution au sein de ce réseau-là, elle est d'être, je ne sais pas, trésorier. Je m'occupe des finances. J'aide à trouver le financement pour qu'on puisse avoir des réunions en personne ou quelque chose comme ça. Donc, il y a moyen de bien justifier votre contribution et en même temps souligner le fait qu'il y a eu des distinctions et des prix importants qui ont été rapportés. Donc, ça va être que du positif à ce niveau-là. Génial, merci. Je peux peut-être enchaîner avec une autre collègue qui pose la question un peu plus technique là, par rapport au relevé de notes là, dans la demande des IRSC. Est-ce qu'il faudrait le joindre avec les documents autres à la fin? On se demande. Là, oui, si je me rappelle bien, c'est dans ResearchNet, il y a une section où vous devez joindre un PDF seulement. Si ça se trouve, là, il y a peut-être d'autres documents à joindre comme au FRQ, c'est la RAMQ. Là, je ne sais pas si les IRSC ont des équivalents, mais ça se peut que vous ayez certains documents à remplir. Normalement, les instructions vous décrivent bien dans quelle section vous devez joindre les pièces jointes, le cas échéant. OK. Puis toujours dans l'idée d'une section autres documents, là,
je vais prendre mon exemple. J'ai déjà eu des lettres de référence qui m'ont été attribuées pour d'autres projets, d'autres demandes. Est-ce que ça serait une bonne idée de les mettre dans mon document autre? Ou... Oui, ben c'est ça. Si vous avez le droit à 2 référents. Donc, si vous voulez glisser d'autres lettres de référence dans des pièces jointes, j'éviterais. Suivez bien les instructions pour éviter d'essayer de contourner un peu les possibilités. Vous avez le droit à 2 référents. Si vous avez déjà 2 référents qui vous en ont fait par le passé, des bonnes lettres que vous avez accès, renvoyez-leur la lettre. Vous pouvez dire, tu pourrais bonifier avec telle nouvelle expertise ou compétence que j'ai développée ou accomplissement que j'ai effectué. Mais essayez pas de rajouter les lettres dans une section qui n'est pas, où elles ne sont pas autorisées, par exemple. Donc, j'essaierai vraiment de rester dans les critères d'évaluation et selon les instructions. Mais si vous avez déjà des référents que vous savez qu'ils font des bonnes lettres, renvoyez-leur la lettre, faciliter leur vie au maximum, renvoyez-leur la lettre, donnez des trucs pour qu'ils puissent la bonifier encore. Ça va être parfait. Super, merci. Peut-être moi, je pourrais enchaîner avec une question concernant les lettres de support, parce que des fois, les personnes qui demandent des lettres de support, ils ont beaucoup d'autres obligations. Puis ça arrive à un moment où, moi, par exemple, je dois écrire, par exemple, un brouillon de lettres de support. Quelle est votre opinion là-dessus pour, par exemple, quand même mettre quelque chose en valeur, mais qu'à la fin, la personne va mettre leur touch là-dessus? Je peux comprendre que des fois, c'est un peu malaisant, on ne sait pas trop où se positionner. Ce que je vous suggère, c'est que quand vous approchez la personne, là où les personnes, pour vous faire une lettre de référence, demandez-leur. En général, quand on est honnête et qu'on joue franc jeu, c'est ce qui est le plus simple. Puis demandez-leur, si vous acceptez de me faire une lettre de référence, désirez-vous que je vous envoie un brouillon ou des éléments de mon CV qui pourraient venir bonifier les critères évalués? Tout simplement. En général, 95% du temps, ils vont vous demander « Ah oui, c'est une bonne idée, envoie-moi un brouillon. » S'il n'en veut pas, c'est correct, il n'y en a pas. Puis comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt ou il n'y a pas de malaise avec la personne. Faites juste le demander, mais en général, ils vont vous demander. Parce que justement, des fois, pour faire une bonne lettre de référence, souvent, ça prend du recul, mais c'est comme... mais si on part de rien, souvent, partir d'une page blanche, c'est plus compliqué. Si vous nous donnez, en tant que référent, un texte, même s'il est brouillon, au moins, ça nous permet de structurer après puis de commencer à écrire, puis c'est beaucoup plus facile pour nous. Ça nous facilite le travail pour vous faire une bonne lettre de référence. Donc, j'irais, c'est ça. Donc, demandez s'ils veulent un brouillon. Si on veut un, offrez-leur un brouillon. Ça peut être par section. S'il y a des mots-clés à respecter ou des compétences à démontrer que vous avez acquises, mettez des exemples concrets qui viennent supporter que vous avez acquis ces compétences-là, tout simplement. Ça sera au référent après à mettre sa touche personnelle à ça, mais au moins, il y aura quelque chose avec quoi travailler. Ça reste, c'est votre demande de bourse. Mettez toutes les chances de votre côté. Aidez au maximum vos référents dans ce processus-là. Parfait, merci. On va passer peut-être le micro à Martine. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Moi, je suis en train de préparer une demande postdoctorale Benting. Puis, on nous demande d'avoir des répondants indépendants. C'est la première fois que je vois ça dans des demandes de subvention. Puis là, j'ai déjà contacté certaines personnes. Il y a une personne qui a accepté. Mais est-ce que vous avez est-ce que vous me recommandez aussi peut-être d'écrire un brouillon pour cette personne-là, sachant que son temps est compté? Oui, c'est ça. Demandez-leur. Est-ce que vous préférez que je vous écrive un brouillon? Je pense que c'est ce qui est le plus simple. Puis en général, ils vont dire oui. Surtout si c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui est un peu plus loin de votre parcours et qui vous connaît peut-être un peu moins bien. Donc, ça va être encore plus important, je crois, de venir aider, accompagner cette personne-là dans l'écriture de votre lettre de référence. N'hésitez pas à envoyer votre CV, à renvoyer les critères d'évaluation de la demande de bourse aussi, ça va être important. Puis ça va aider le référent à bien structurer son texte pour soutenir votre candidature en fonction des critères évalués. Les bourses Benting postdoctorales, si je me souviens bien, l'aspect leadership en dehors du lab est aussi très important. Donc, la lettre de référence ne s'écrit pas de la même façon que si on est focusé au niveau de la recherche académique. Donc, ça va être important de bien les guider à travers ce processus-là, leur faire comprendre que c'est une demande de bourse et qu'il y a des points évalués qui sont légèrement différents aussi d'une bourse traditionnelle. Donc, tout à fait, qu'ils soient très proches de vous ou éloignés. Dans tous les cas, j'essaierai de les accompagner au maximum que faire se peut et en toute transparence avec eux. Demandez-leur s'ils sont d'accord. Puis en général, là, ils vont vous dire oui. Ouais.
Parfait, merci. Plaisir. Il y avait une autre question d'une collègue qui demandait, là, advenant qu'on a un nombre d'espaces limité, est-ce que ça vaut mieux d'enlever des éléments ou donner moins de détails ou de faire ça très condensé? Qu'est-ce qui est préférable? J'essaierai de tout. Ben, en tout cas, je vais. Par exemple, si vous êtes, je vais vous prendre vous, là, vous êtes des étudiants, je pense, très impliqués, vous avez un réseau étudiant qui est très dynamique, et ça se peut que ce réseau-là vous amène à participer à une multitude de comités. Okay? Mettons que vous avez 15 comités dans votre CV, on ne va pas nécessairement, dans l'attente en matière de formation, décrire les 15 comités, ça va être lourd à lire. On veut un texte qui se lit bien. Par contre, vous pouvez bien décrire, je fais partie d'un réseau qui est très dynamique, qui a été récompensé à de multiples reprises et qui m'amène, et à travers cette implication-là, je suis amené à toucher à toute une gamme de comités distincts. Vous pouvez donner quelques exemples, puis sinon dire voir mon CV pour la liste complète. Donc, on veut comprendre justement à travers le réseau, je suis impliqué dans toute une série d'activités. Mais en fait, vous voulez mentionner que vous êtes vraiment impliqué. Moi, j'aime beaucoup les chiffres. Fait que, si vous avez dans 15 comités, mais je suis impliqué dans une quinzaine de comités, on le met clairement, et mettez simplement 2-3 exemples pour bien les positionner, peut-être avec les comités les plus pertinents ou les plus importants, guillemets, les comités de programme ou les comités de faculté, comités de sélection des doyens, des comités comme ça ou des comités de gestion des fonds étudiants, des fois des fonds, ceux qui sont dans les facultés de médecine, des fois les fonds d'investissement étudiants, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, là, c'est quand même des fonds non négligeables, il y a une responsabilité importante qui vont avec. Mettez-les en valeur, ces implications-là les plus importantes. Des fois, il y en a qui sont, c'est pas que les autres ne sont pas importantes, mais qui sont peut-être un petit peu plus faciles d'accès à tout le monde. Mettez en valeur les comités qui vous semblent les plus importants et ceux qui démontrent le plus le leadership et l'excellence. Je ne sais pas si ça répondait bien. Moi, je trouve que oui. Là, fait que, je vais laisser la personne qui a posé la question signaler si jamais c'était pas complet, mais je pense que oui. Elle fait dire que oui et elle vous remercie. Un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que non. N'hésitez pas, là, peut-être juste pour retourner à la question de Monica là, dans le chat, puis mettez les nombres si vous avez trop justement d'expérience pertinente, de mentorat, de stage, de projet. Vous pouvez mettre les nombres. Moi, j'aime ça. Je suis très, très. On devient factuel, puis ça monte, si on se rapporte aux critères d'évaluation, c'est comme les expériences pertinentes, par exemple. Si vous montrez que vous en avez beaucoup, ça va vous donner beaucoup de points. Donc, n'hésitez pas à le mettre en valeur dans la demande. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui se signalent, j'aimerais vous remercier infiniment. Là. J'ai apprécié, vous nous avez envoyé une belle fleur tantôt en nous qualifiant de dynamique. J'aimerais vous la renvoyer. Présentation très dynamique, très claire. J'ai bien aimé aussi, il y a beaucoup de petits exemples, de petites nuances là, que j'ai pris note parce que je trouve que c'est super pertinent. Donc, un gros merci à vous en premier lieu là, pour votre temps et le partage d'expertise. Merci aux autres là, qui ont participé à la présentation et pour vos questions très pertinentes. Et puis... Un autre gros merci à Joanna, juste pour avoir mis en contact avec vous, Étienne, et avoir organisé le webinaire d'aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, je suis vraiment désolée d'avoir été en retard. J'ai été retenue et je ne pouvais pas assister au début, mais j'ai vu la grosse majorité de la présentation et j'étais très appréciée. Je suis contente. Sans problème, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me reposer des questions si quoi que ce soit dans l'avenir il y a. Et puis continuer justement le réseau, c'est une bonne affaire, c'est une très bonne chose. On apprend beaucoup, souvent ça demande beaucoup de temps, mais vous allez apprendre beaucoup, développer beaucoup de compétences et ça va vous aider justement de plus en plus dans les demandes de bourse, que ce soit FRQ ou IRSC. L'implication étudiante est très valorisée, c'est très bien vu. Donc je vous encourage à continuer à vous impliquer et je vous souhaite à tous d'excellentes demandes de bourse et bonne chance au prochain concours de bourse nationale. Merci beaucoup.